Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Hey, salut Flo! Salut Chantal! Comment tu vas cette semaine? Ça va toi? Oui, ça va, merci. C'était un bel épisode qu'on a eu avec Karine la semaine passée. Ouais, ben deux belles en fait. Effectivement, deux belles. Ouais. Cette semaine, on parle de Seattle. Ouais, enfin! Oui, ça fait quand même pas si longtemps que tu es revenu. Tu es allé, quoi, au mois de... Début mai. Début mai, exact. Donc, techniquement, ça fait pas longtemps. Mais sais-tu, avant de commencer, on a peut-être ce qui deviendra un nouveau segment ou pas. Ouais. On le verra. Mais on a reçu une question d'une auditrice. Bon, parfait, ça, on aime popé dans ça. notre Ça Gmail, commence. Bon. Les barniques sur Lago à gmail.com. Écoute, c'était Charlie. Charlie a dit, vous parlez tout le temps de code IATA. Mais qu'est-ce qu'un code IATA? Donc, je vais te répondre, ma chère Charlie. Le code IATA, c'est un code à 3 lettres qui identifie de façon unique les aéroports dans le monde entier. C'est comme un surnom, mettons, international pour que tout le monde comprenne sans se mélanger. Là, je vais donner des exemples que tout le monde connaît. YUL pour Montréal, CDG, Paris-Charles de Gaulle, LAX, Los Angeles, CUN, dont on parle souvent, Cancun. Ces codes-là sont attribués par l'IATA, l'International Air Transport Association, qui agit un peu comme la régie des compagnies aériennes et de tous les aéroports à travers le monde. Wow, c'est bien quand même. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi ça existe? Non. Je vais te le dire. Parfait. Parce que mettons là qu'on est les trois à s'en aller à New York. Là. Je dis trois, on a une personne fictive. Oui. Toi, moi, Charlie, OK? OK. On s'en va à New York. Sur mon billet à moi, ça dit NY. Sur le tien, ça dit NYC. Puis sur celui de Charlie, ça dit New York. Bien, premièrement, on veut que ce soit un code court, universel. On veut pas se tromper. Mais dans le fond, comment ils font pour déterminer le code quand il y a plus qu'un aéroport dans la même ville? Ben, c'est justement, si ça serait juste écrit NY, NYC, on le saurait pas. Tandis que maintenant, c'est écrit JFK ou, par exemple, LGA pour New York. C'est comme ça qu'on différencie les différents aéroports à travers une même ville. Donc, vraiment, le code IATA, il fait foi de tout. Si tu veux aller à Cancun, ça va être écrit CUN sur ton billet, puis il n'y a pas d'erreur possible. À moins que l'erreur soit derrière l'ordinateur. Un petit code 18 ici. 18 pouces derrière l'ordi. Ben, moi, ça m'est déjà vraiment arrivé pendant que je travaillais, des gens qui viennent me voir en panique. J'ai voulu booker un billet pour San José au Costa Rica, mais j'ai booké San José, Californie. Ben oui, c'est sûr, comme San Andrés en Colombie puis San Andrés au Costa Rica. Bon, tu vois? Oui. Fait que c'est vraiment important d'avoir des codes d'aéroport. Et il faut savoir aussi qu'il y a aussi, je te donne un petit bonus de même, il y a des codes pour les compagnies aériennes. On le sait tous, AC pour Air Canada, TS pour Transat, pour nommer les plus famous ici Oui, à qu'on Montréal. connaît tous. Fait que si sur ton billet c'est écrit TS 850 AGP, ben tu sais que tu voles avec Air Transat sur le vol 850 vers Malaga. Et là, j'avais envie de décortiquer ça encore un peu plus. Pourquoi tous les aéroports au Canada commencent par un Y? Ben vas-y, ma Chantal, garde-toi. Je vais me gâter. Donc, dans le fond, au début de l'aviation commerciale, la radio et la météo étaient hyper importantes pour la navigation. Et au Canada, on avait des stations météo avec un code de 2 lettres. Montréal, c'était UL. Toronto, c'était YZ. Vancouver, c'était VR. Quand les aéroports ont commencé à être régis par l'IATA,
le Canada, il s'est juste dit « Ah, ben, nous autres, on va garder tous nos codes de radio météo et on va mettre un Y devant. » Fait que le Y, c'est peut-être pour dire « You're in Canada, buddy », ou peut-être tous nos aéroports, c'est un petit drapeau qui dit « Made in Canada ». Faut faire attention, il y a 2 exceptions à la règle. ZBF pour Bathurst, puis ZUM pour Churchill Falls. Il manquait-tu des Y? Je pense pas, mais... Fait que c'est le petit segment « Répondons à la question d'un auditeur cette semaine ». J'ai vraiment trouvé ça franchement cool quand j'ai vu la question. Puis je peux même te dire qu'on en a déjà une deuxième. Bon. Fait que je suis prête pour un prochain épisode. Parfait. Fait qu'on s'enligne aujourd'hui. On parle de Seattle. Le code IATA, puisqu'on est là, hein, c'est SEA. Sierra Echo Alpha. Le nom complet, c'est Seattle Tacoma International Airport. Hein, c'est facile à retenir. C'est un peu comme la mer. Seattle, mais sans les palmiers. La ville de Seattle compte un peu plus de 750 000 habitants. Mais si on prend toutes les régions autour, là, comme Bellevue, Tacoma, là, on monte à 4,2 millions. C'est dense, technologique. C'est très chill. Un gros côté, une grosse vibe du... Far West, un peu. de la côte ouest, plutôt. Ouais. Tu sais, c'est un peu bohème. C'est un peu grunge. Puis ses quartiers principaux, il y a Downtown. C'est le cœur de la ville. Il y a un marché qui est très célèbre qui s'appelle le Pike Place. Il y a le monorail. Starbucks est né à Seattle et les fils au Starbucks sont dignes des fils de la Sagrada Familia. C'est quasiment... Faut pas que tu prennes une passe. Une city pass. C'est quasiment... Il faut pas que tu prennes une city pass. T'as bien raison. T'as le Capitol Hill. C'est arty. C'est vibrant. C'est queer-friendly. C'est parfait pour boire un latte, justement, en écoutant un gars jouer du ukulélé sur un banc. Ah, ben ton style, ça. On aime ça. T'as Fremont. C'est un quartier éclaté avec une ambiance... Ah, je suis quasiment dans un film indie. Ballard. C'est l'ancien quartier des pêcheurs avec une vibe hipster, puis c'est vraiment plein de microbrasseries. Queen Anne, une vue imprenable sur le skyline. C'est ici qu'on vient prendre la photo avec le Space Needle. C'est classique, c'est efficace. La durée des vols depuis Montréal, faut savoir qu'il n'y a pas de vol direct. Fait qu'on parle là, de 8 à 10 heures avec un escale en tout environ. Ton escale peut se faire à Toronto, à Chicago, parfois Denver, un peu n'importe où finalement. On se rappelle qu'on veut toujours une escale de plus de 2 heures. Hein? Oui, pour avoir le temps de se rendre à son prochain vol. Exactement, le temps que les valises suivent. Puis de Toronto, ben il y a des vols directs. Si tu veux avoir le prix moyen de l'hébergement, le vol est entre 550 et 800. Fait que ça dépend vraiment de la saison. Un hôtel, c'est quand même dispendieux. On parle de 275 à 400 la nuit, si tu veux être vraiment dans un bon spot. Puis les Airbnb, c'est sensiblement pareil, 250 à 375. Sauf si tu veux vraiment la tiny house écolo avec vue sur le port, ben là, ça va être vraiment plus cher parce que c'est vraiment plus cute. Ouais, vraiment. Les meilleurs climats pour y aller, de novembre à avril, il y a de la brume. Les parapluies puis les pulls là, en laine, tu vas être mouillé pour le vrai. C'est un peu... je te dirais, c'est quand je pense, je suis jamais allée, mais quand je pense au climat de Seattle, on dirait que je pense à si vous avez vu Twilight, le climat qu'il y a dans les films Twilight tout le long. Un peu L'Oregon, Vancouver, ouais. Typique Vancouver, exactement. C'est déjà allé en Oregon, toi? Ouais. Oui? Ouais. Ah, là, encore une fois, 2 en 2. Seattle, je suis jamais allée. Oregon non plus. C'est vraiment des places que c'est dans ma bucket list, les deux. Ouais. Puis, ben, pour la belle saison, pour y aller, c'est entre mai et septembre. C'est la période dorée. Le soleil, la température douce, c'est pas trop humide. Bref, la meilleure saison pour visiter. En plus, l'été, il y a plein de festivals, un peu comme ici. Il y a des marchés, des terrasses, que tu peux voir, bien sûr, des cafés bio. Du Starbucks. Du Starbucks aussi, en regardant les gens marcher leurs chiens, qui sont généralement bien accoutrés avec des petits foulards et tout.
bien huppé comme ville. Oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens là-bas, j'ai remarqué. C'est très bien vu de promener son chien sur le bord du port, là, dans le fond, sur le bord de l'eau. Là, c'était... tous les matins, je voyais des coureurs avec leurs chiens. J'étais comme, oh, c'est le fun. Flo, vu que tu viens d'y aller, je me demandais qu'est-ce qu'il fallait absolument amener dans ce voyage-là. Étant donné qu'on parlait de la saison où moi je suis allée, entre mai et septembre, donc je suis allée au début mai, moi je pense qu'un bon imperméable, c'est quand même bien, pas trop épais quand même, parce que bon... Un genre de kiwi? ouais, pouvait faire le matin un peu plus frais. Dès que le soleil se lève, la température monte graduellement, comme un peu ici au printemps. Fait que je pense qu'un petit coupe-vent, mais tu sais, comme un vrai cute, là, tu sais. C'est comme un peu humide, comme Vancouver, qu'on disait, là, tu sais, ça ressemble quand même à ça. Mais il peut s'avérer à faire vraiment venteux aussi l'après-midi. Fait que, tu sais, ça peut être bon autant pour la pluie que pour le vent. Des sujets très confortables, là, que bon, moi, j'ai marché beaucoup. Ben, une chance que je fais du spinning dans la vie parce que mes mollets, ils en ont pris un coup en 3 Ah jours. ouais? Écoute, on a C'est marché. ça en côte? Oui, OK. la ville, dans le fond, qui va un peu plus haut, là. Fait que, tu sais, ça monte graduellement. Ça me fait vraiment penser à San Francisco. Ensuite, ce que je recommande fortement d'apporter, et moi, je l'ai toujours sur moi, je n'aime pas manquer de batterie. C'est comme un peu une obsession de me dire « Oh mon Dieu, je suis à 60%, mais parce que je sais qu'à un certain niveau, ça commence à baisser plus rapidement. J'aime prendre des photos, des vidéos et tout ça. Donc, je propose certainement d'amener un power bank pour ne rien manquer, pour pouvoir tout filmer. Donc, je propose d'avoir toujours ton latte ou ton café hipster à la main. C'est très important. Comme ça, tu vas te sentir un peu moins touriste. Ça sentait in. Ouais, exactement. Avais-tu des astuces locales? Oui, en fait, je pense que la meilleure place pour faire ton épicerie, c'était là plus que, bon, quelques jours. Là. Moi, j'étais pas assez sur place pour me dire, je vais me faire un petit... De toute façon, l'hôtel qu'on avait pris, c'était vraiment pas fait pour ça. Là. OK. C'était vraiment tout petit comme chambre, même pas 500 pieds carrés à deux. Là. La toilette était dans le lit quasiment. Là. C'était une belle hôtel. Encore? Ouais, ouais. C'était quand même minuscule, mais c'était une belle Attends, chambre. mais c'est drôle parce qu'on se rappelle, tout le monde, que quand t'étais là à Nashville, Oui. ta chambre était dans la cuisine. Puis là, ta toilette était quasiment dans la chambre. Ben, Ah ouais, oui. ou sinon, ton lit était quasiment dans la toilette. Là, Ben, la douche était proche de la tête d'oreiller, mettons. Là. Ben, C'était... écoute, Flo, la prochaine fois que tu bookes des hôtels, passe donc par moi. Ça va me faire plaisir. Mais là, c'était inclus. C'est dans le forfait de croisière, mais oui, effectivement. Mais oui, c'est une blague. Que je pense que la meilleure place de ce que je me suis fait dire et que j'ai regardé après en allant sur place, c'est le Pike Place Market. Tu manges pas là à chaque repas. Tu peux prendre des fruits pour emporter. Ben, en fait, aller te chercher des collations Ouais, pour exactement. agrémenter ta journée. Ça ressemble vraiment au marché Jean Talon, Ok. marché Atwater. Ouais. Un peu. Ah! Marché Atwater, OK. tu marches sur le canal, tu décides d'aller te prendre une petite collation, tu passes par le Pike Place Market. C'est vraiment très central. Nice, OK. Fait que finalement, C'est c'est un c'est marché... in-between, C'est c'est un marché vraiment... à ciel ouvert ou en dedans? Non, en dedans, à l'intérieur. OK, ouais. comme... Ça a 2 étages. OK, fait que finalement, c'est plein de j'aime, ça, visiter des marchés en plus. Ouais, quand ouais, que- ouais, non, c'est Parfait. cool, poissonnerie, tout ça. Tu sais, la seule chose que je conseille, c'est d'éviter la trappe touriste, qui est en fait, ils disent que c'est le meilleur fish and chip, mais le fish and chip te coûte 45 US. Ça, c'est juste le fish and chip. OK. Tu sais, je me suis fait dire qu'il était bien, mais il y a vraiment des meilleurs restaurants qui sont situés sur le bord de l'eau. Aimes-tu ça, toi, des fish and Moi, chips? j'adore ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, tu vois, en Irlande, là, quand on va un jour faire un épisode sur l'Irlande, parce que c'était un de mes plus beaux voyages, c'était les meilleurs fish and chips. OK, C'est ben, je quand même, pense. ça vient Ouais. de là. Mais c'est sûr qu'après un 10 jours, j'étais comme, bon, on va manger d'autres choses en Ouais. venant en ville. Je vous conseille fortement de louer une trottinette électrique. C'est vraiment très abordable. Ça se fait super bien. Moi, je suis plus quelqu'un qui va mettre des bons souliers et qui va explorer à pied. Je trouve qu'on voit un peu plus, on enjoy un peu plus. Bon, c'est sûr que je mentirais pas que je suis pas très habile non plus sur une trottinette électrique, alors ça l'aide pas. Vraiment, là, tu sais, pour arrêter puis contempler tout le paysage, plus que tu montes les rues. Comme je disais, si tu regardes, là, puis c'est vraiment beau, le bord de l'eau, tu peux prendre une sandwich, tu regardes le paysage, le coucher du soleil.
Donc, je recommande ça. Les trottinettes, c'est-tu des grab and go? Genre, Ouais. t'apprends, tu fais un petit bout avec, tu la laisses où tu veux? Oui, il y a une application. Dans le fond, Ah, tu peux nice. downloader l'application. Et c'est de là que je m'en allais aussi. Oui! En fait, les applis utiles pour cette merveilleuse ville. Donc, c'est sûr qu'on va toujours recommander Uber ou là-bas, ils appellent ça le Lyft. Hey, Donc, ça vient, excuse-moi de t'interrompre, là, mais ça vient d'arriver à Montréal, Lyft, cette ouais, ça va être semaine. le plus gros compétiteur de Uber, justement. Ben, premièrement, ils sont vraiment moins chers qu'Uber. J'ai tout le temps les deux dans mon cell, Lyft ou Uber. Et je fais toujours, surtout pour les plus longs trajets. Là, Ouais, tu regardes entre les deux. Je regarde entre Ouais. les deux. Lyft est significativement moins cher. Par contre, les voitures sont significativement plus sales. Donc, on dirait qu'il y a moins un Il y a moins décorum. d'aspect. En fait, il y a moins d'aspect de luxe ou propreté. Exact. Parce que pendant un bout, en fait, tu sais, ce qui est arrivé avec Uber, c'est que les gens ne prenaient plus de taxi parce qu'ils disaient que les Uber étaient plus propres. Oui. Et, tu sais, bon, je rentre dans des Uber, des fois, c'est comme si le char était neuf, sorti Oui. du garage de la veille. C'est pas obligatoire. Moi, personnellement, bon, surtout des fois à l'heure que je le prends, là, à 3 h du matin, je suis pas quelqu'un qui est très difficile sur le transport. Je préférais payer moins cher. Au début, quand Uber est arrivé ici, il était moins cher que les taxis, puis plus propre. Ceci dit, moi, je connaissais pas ça, Lyft. Donc, c'est bien que tu me dises qu'il était rendu ici. Parce que mon ami l'a downloadé, puis moi, j'ai dit, ah, moi, je vais garder Uber. Puis là, tu sais, on avait comparé à un moment donné. Finalement, on a fini par le faire à pied parce qu'il n'y a pas tant d'Uber que ça. Il y en a, mais passer une certaine heure, minuit, bon, de un, la ville vient bonder. Les gens marchent en plein milieu de la rue. Tu sais, à une certaine heure de la nuit, je pense que les Uber, ils font juste les rues parallèles, comme je te disais. Ils ne font pas les rues qui traversent, tu sais, de haut en bas. Ils font vraiment ceux qui sont vraiment dans le même sens du bord de l'eau. Fait que c'est un bon conseil à savoir aussi Oui. de quand que... Tu mets toujours sur le coin, oui, puis c'est vrai parce que ça m'est arrivé plus qu'une fois, parce qu'à un moment donné, on s'est mis sur une rue perpendiculaire à une rue qui longe le bord de l'eau, puis on a attendu, puis finalement, le gars était vraiment... Fait que, tu sais, il faut vraiment savoir que c'est une ville, vraiment comme San Francisco, où t'as, mettons, une dizaine de rues. Tu sais, c'est pas une ville compliquée à marcher, là. Ok. T'as une dizaine de rues, puis t'as à peu près 8 rues qui montent. Puis il faut vraiment que tu te situes sur un coin de rue. Donc, c'est ça. Ces deux applications-là sont super bien. Donc, comme Chantal vous l'a dit, ben, c'est rendu ici maintenant. Donc, il y a aussi CD Mapper pour comprendre le transport sans vouloir t'arracher les cheveux sur la tête, là. C'est Donc, compliqué? ben, comme je dis, moi, je l'ai compris assez rapidement parce que je suis habituée avec des villes aux États-Unis qui sont en hauteur. Mais ça prend un certain moment avant de comprendre un peu La map? ouais, la map ou comme la configuration, en Ouais. fait. La première Mais fois que tu vois la map de, mettons, New York... c'est tu- ça. New York, ou- c'est beaucoup plus complexe que New York Seattle. ou Paris, Ouais, hein, les ouais. deux, là. Puis Paris, c'est toutes des... C'est comme si c'était un rond, puis là, tu sais, il y a comme... tu sais, c'est comme un genre de soleil, là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça, puis là, mais tu sais, moi, ça Je m'a... pense qu'une fois que tu comprends le principe, Oui. puis ça marche pour toutes les autres villes. Quand tu as compris un comme New York, tu peux comprendre partout ailleurs. Exact. Il y a Rainy Mood ou AccuWeather. Bon, Et moi, là, ça, c'est... on est Ah! dans ton département. Colin, que j'aime ça. Alors, Rainy Mood, je l'avais pas avant d'arriver à Seattle. Bon, maintenant, je regarde les deux. J'ai laissé faire Météo Média. C'est beaucoup plus accurate. Alors, n'hésitez pas à le downloader, tout le monde. Je fais de la grosse publicité pour les Est-ce qu'il y a des maps comme tu aimes regarder? Parce que toi, je sais que tu gardes les maps en temps exact là, de la température. Y a-tu Oui. AccuWeather, ben, je regarde le radar, en Ouais, fait. c'est ça Ouais, que en je temps voulais dire, réel. ouais. Ouais. Rainy Mood, c'est quand même similaire. Tu sais, je t'avoue, on dirait que ça a un peu le même radar. Mais clairement pas comme Météo Média. Que t'en aies ou que t'en ailles pas mangé, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi les incontournables culinaires à Seattle. J'ai essayé d'en manger le plus possible dans le temps que j'avais. Moi, je suis une fanatique de clam chowder. Donc, j'en ai goûté une. Je ne l'ai pas goûté à la place spécifique parce que c'était fermé quand on est arrivé. Dans le fond, c'était le marché, je pense, fermé à 5 heures. Le temps qu'on se rende, on s'est dit, bon, on va aller dans un autre restaurant que je vais vous parler un peu plus tard. Mais chez Pike Place Chowder, dans le marché, dans le fameux marché. Tout est dans tout. C'est pas un secret, mais c'est une des meilleures. Comme je vous dis, là, c'est sûr que vous ne faites pas avoir, comme le fish and chip. C'est vraiment une vraie bonne clam chowder, des gros morceaux. Ça vaut vraiment le détour. Pour ce qui est
on parle depuis tantôt de fameux Starbucks et tout, mais il y a des meilleures places encore que Starbucks. C'est un café de 3e vague qu'on appelle. On en retrouve au Elm Coffee Roasters ou Storyville Coffee. C'est vraiment un rituel sacré d'aller là. C'est pour les fanatiques. C'est vraiment... Ça vaut le déplacement, comme on dit. Moi, personnellement, je ne suis pas une fanatique de café. Alors, Toi, si tu prends un café, tu spins sur toi-même pendant 6 heures. Là. en fait, j'ai pas besoin de café d'envie pour être speedé. Donc, mais par contre, les fameux hot dogs avec du cream cheese et des oignons caramélisés... C'est tellement drôle parce qu'il y a des paires hot dogs sur le four, puis tu dis ça, puis les paires hot dogs ont déboulé. Aïe, aïe! Non, c'était assez de mise. C'est très drôle. Ah, Alors, un hot dog avec du cream cheese et des oignons caramélisés. Ah, ça a l'air bon. C'est le Seattle hot dog et c'est bizarrement délicieux. T'en as mangé un, hein? Ouais, j'en ai mangé un, j'ai pas eu le choix. Moi, les chiens chauds, là, ça me fait triper. Moi, les chiens chauds. Moi, les chiens chauds. Moi, les chiens For- chauds. Pour ceux qui savent, le savent, j'adore les hot dogs et de toutes les façons. Puis même à Nashville, j'avais parlé de cette petite place-là, hot dog, où il y avait des hot dogs un peu différents. Ça pour dire que je pense que c'est les 3 incontournables au niveau culinaire. Il y en a encore plus. Je vais vous parler un peu plus des restos tantôt. Mais je te laisse aller avec la partie que tu préfères, la musique. Ben oui. Moi, quand tu m'as dit qu'on allait parler de Seattle, j'étais premièrement hyper contente et même jalouse parce que c'est sur notre bucket list à nous depuis vraiment longtemps. Mais on attend vraiment d'avoir un concert de Pearl Jam et que ça la donne avec des dates qu'on puisse y aller. Le grunge, là, c'est né dans des sous-sols moites puis des petits clubs de Seattle à la fin des années 80. C'était un rejet total du glam rock qui était super bien coiffé là, à l'époque. À la place, c'était plutôt de la distorsion vraiment crue, des paroles existentielles, des jeans troués puis une énergie brute. On va penser à Nirvana, avec Kurt Cobain, hein, qui est comme un prophète malgré lui. Pearl Jam, mes préférés. Soundgarden, Feu, Chris Cornell. Tout ce monde-là ont signé à un moment ou à un autre chez Sub Pop Records. C'est un label mythique qui est basé à Seattle puis qui a flairé c'était quoi la rébellion avant tout le monde. Il y a encore 2 endroits vraiment mythiques pour aller voir du grunge ou faire un lieu de pèlerinage. Que ce soit de Crocodile ou Viretta Park. Ça, c'est juste à côté de l'ancienne maison de Kurt Cobain. C'est vraiment un endroit officiel pour les fans. Fait que pour finir, le grunge, pour moi, c'est pas juste de la musique. C'est une attitude anti-système. C'est le rejet de la superficialité. C'est pas une mode imposée, c'est pas du consumisme vide. C'était « je me fous d'une image, mais au fond, j'en pleure un peu. » Ironique, vulnérable et puissant. C'était une réponse un peu, si tu regardes la politique, là, post-Reagan à l'Amérique de la para. Moi, on dit que je suis une poète. Ouais, c'était bien bon, c'était bien bon. Puis, pour le grunge, il y avait aussi le mot pop. Oui, le fameux mot pop. Le mot pop, je pense que tu l'as visité. Oui, c'était vraiment... On a débuté la journée avec ça, en fait. Fait que le mot pop, là, ça veut dire The Museum Pop of Culture. Puis c'est comme un peu si un musée puis un Comic-Con avaient eu un bébé très stylé à Seattle. Non! Oh que oui! Ah, ça me parle! Ça a été fondé par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, qui s'est dit, tiens, je vais créer un musée cool. Fait que le mot pop s'est installé dans un bâtiment flamboyant et bizarre, signé Frank Gehry. Tu peux pas le rater, c'est pas compliqué. Il ressemble à une guitare fondue avec une confiture d'aluminium par-dessus. Bah, selon ton humeur du jour, ça dépend. Là. Si t'es vraiment un lendemain pis t'as pas de lunettes, ça fesse. Mais moi, quand j'étais allée, j'étais lendemain, mais il n'y a pas de soleil. Fait que j'étais correct. Puis ben à l'intérieur, puis faut dire aussi que le style, c'est rond. Donc, tu le vois, même quand j'ai fait mon petit tour là, de bateau, je le voyais du bateau. Parce que il est dans une pente. Donc, il est à 2 rues plus haut que le port, exactement. Donc, tu le vois, la structure métallique et tout. À l'intérieur, c'est le paradis pour les geeks,
les mélomanes, les nostalgiques aussi de ces années-là, 80-90. Puis il y a quelques trucs que tu vas trouver là, de assez, en fait, c'est assez unique. Il y a une énorme section dédiée à la musique. Donc, comme tu disais, Nirvana, Pearl Jam, Jimi Hendrix. Tu as toutes les guitares de Jimi Hendrix. Il y a des expositions sur la science-fiction, l'horreur et la fantasy, qui était ma partie préférée, évidemment, avec des objets cultes. Genre le vrai sable laser, des costumes de Star Trek. Définitivement mon émission préférée quand j'étais petite. Oh, c'est incroyable. Star Trek, Star Wars, il y a une zone de jeux vidéo. C'est interactif, donc tu peux jouer, tu peux dire que tu apprends en même temps. Ah, ça, c'est mes musées préférés. Oh non, écoute, tu peux passer honnêtement la journée là-bas. Tu sais, avec toi, je pense, on aura encore plus passé de temps dans la section musique, puis vice-versa, mais c'est fun, c'est immersif, ça change tout le temps. Bref, c'est un incontournable. Si tu veux voir du pop culture, grande nature et sentir que tu fais quelque chose de vaguement intellectuel de ta journée, comme moi cette journée-là, je me suis dit, faut vraiment qu'on fasse quelque chose de bien aujourd'hui, tout en tripant sur les X-Men. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Puis en plus, ben nous, on a décidé de faire ce musée-là en premier cette journée-là parce que, bon, c'est lui qui ouvrait en premier de tout. Puis juste à côté, dans le fond, c'est comme un genre de parc là, où tu as tout dans le même espace, dans le même quadrilatère. Puis juste à côté, comme je disais, tu as le Space Needle, lui, il ouvre un peu plus tard. Tu as le monorail et tu as le Chihuly Museum of Glass. Donc, tu peux faire ton combo parfait dans la même journée. Tu peux faire un tourisme assumé, mais cool. Donc, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3, tu peux en faire 4. Encore avec la City Pass, j'imagine? Écoute, toujours avec la City Pass que nous sommes procurés quelques semaines plutôt avant. Et on a payé environ, on a sauvé 50% sur chaque entrée. Ouh, c'est énorme. Ouais, parce que chaque entrée, écoute, juste le Space Needle, là, je pense, c'est entre 45 et 70, dépendamment de la saison, de la journée de la semaine, de l'heure à laquelle tu vas, de tu sais, donc, non, il y a quand même de l'argent sauvé en achetant ça. Tu sais, que tu n'en fasses, tu sais, nous, on a fait 4 sur 5, donc c'est quand même super bien. Ensuite, dans la même journée, on a pris peut-être, tu sais, moi, je mettrais peut-être 2h30, 3h pour faire le musée Mopop. OK. Puis, par la suite, on avait suffisamment de temps pour aller au Chihuly Garden. J'avais jamais vu ça, un musée de verre soufflé. Wow! Ouais. C'est comme si quelqu'un avait pris un arc-en-ciel, l'avait fait fondre, et avait demandé à un génie du verre de lui donner une forme spectaculaire. Tu sais, ça ressemble vraiment à ça. En fait, je l'ai vu une fois, puis c'était en Italie. OK. À Murano? Murano puis Burano, la place préférée de ma mère. Et on l'a vu devant nous, mais j'ai pas vu les formes finales comme là, je l'ai vu. OK. Tu sais, j'ai vu vraiment la technicalité, le gars le faire, en fait, la chaleur dans la pièce, c'était quelque chose. As-tu écouté les émissions sur Netflix? Non. Ben, je te le conseille. Oui. Vraiment. OK. Pour moi, je pense qu'il y a 3 saisons plus une saison de Noël. J'ai bouffé cette émission-là en quelques heures. Ah ouais, OK. J'adore vraiment. Je te le conseille. OK. Si t'aimes. Puis là, tu me parles de ça. C'est une raison. Moi, je savais pas qu'il y avait ça à Seattle. Là. Ouais, non. Puis là, j'ai encore envie de t'entendre m'en parler plus parce que oui. ça me fait triper autant. Je l'ai vu moi aussi comme toi à Murano, Burano. Ah oui? Parle-moi encore plus. Ben, écoute, fait que c'est ça. La personne qui a inventé ça s'appelle Dale Chihuly. Donc, c'est son nom de famille. C'est l'artiste derrière tout ça. C'est un maître verrier de Seattle qui a décidé un jour que les vases, ben, c'était trop simple pour lui. Qui voulait plutôt faire des tentacules de verre géantes, des fleurs suspendues dans le vide, des expositions de couleurs dans des serres de verre. Alors, le résultat, c'est que tu te retrouves avec une exposition immersive, hyper photogénique, où chaque salle a l'air d'avoir été décorée par un sorcier sous le LSD, mais genre élégant, pas trop chaotique et super propre. Puis, pourquoi c'est populaire? Ben, écoute, un peu la même chose qu'on le dit, tu sais, c'est spectaculaire, c'est unique, c'est très Instagrammable. On aime ça, les choses Instagrammables. J'aime ça. Les gens, en général, je pense qu'ils s'attendent pas à aimer le verre soufflé autant que ça.
Puis ils ressortent vraiment comme moi à dire wow, tu sais, je suis bouche bée, j'ai la mâchoire à terre, c'était incroyable, c'était beau. J'ai plein de photos que peut-être je regarderai jamais un jour, mais c'est fun que je sois allée. Ben écoute, toi, tu le regarderas peut-être pas, mais mets-les sur un des 2 Instagram des Oui, Barnick sur la côte. exactement, c'est ce qu'on va faire. Donc les photos s'en viennent bientôt. Bref, le Chiuli, c'est du verre soufflé en mode grandiose. T'as pas besoin vraiment d'aimer l'art pour triper. T'as juste besoin d'avoir des bons yeux puis aimer la couleur. Écoute, sérieusement, je te l'ai dit, je te le redis, je pense que je vais le dire 6 fois dans ce podcast-là. Je sais pas qu'est-ce que j'attends pour booker mon billet d'avion pour Seattle. En fait, j'ai vraiment envie d'y aller en char, par exemple. Il me semble que je partirais d'ici, je descendrais jusqu'à Vancouver. Non, c'est un road trip que j'aimerais vraiment. Ouais. Fait qu'il y a une attraction qui est un peu kitsch, je sais que tu l'as fait, c'est le monorail. Ouais, exact. Ça peut aussi s'appeler, au lieu du monorail, la pause rétro-vibe. C'est vraiment comme un monument qui compte parmi, je te dirais, la nostalgie urbaine de la vieille ville. Ça a été construit en 1962 pour l'Expo universelle qui a eu lieu dans la ville. Puis ils ont gardé le look très rétro-futuriste. Tu sais, ils disaient « Voici le transport de demain, version hier ». Puis ben écoute, c'est vraiment pas long. C'est 2 stations. L'expérience est vraiment chouette, mais tu sais, tu t'attends pas à faire une ride de 20 minutes. Là. Ça arrête après 5 minutes. Tu fais « Oh, OK ». Dans le fond, c'est prochaine station, puis c'est la seule. Okay. Tu sais, ça passe en plein centre-ville, au-dessus des rues. T'as vraiment l'impression d'être dans un vieux film d'action là, qui aurait été produit à petit moyen budget, avec beaucoup de volonté, mais peu de temps pour le faire. Donc, la ride, c'est 3,50 $. Ça part du Seattle Center. Comme je te disais, où il y a le Space Needle, il y a tout le reste, là, dans le fond, là, le Chiuli Museum. Puis ça passe directement dans le mot pop. Donc, c'est vraiment cool. Si vous cherchez une façon de le faire puis que c'est rentable, ben moi, je vous dirais de prendre la station là, qui est West Lake Center, puis d'aller directement au Seattle Center. Donc, en résumé, le monorail, ben, c'est un transport public, puis en même temps, ben, c'est un monument. Là, tu viens de parler du Space Needles. J'aimerais ça que si tu peux m'en parler un peu, parce que... Ben, j'ai fait mes devoirs. Ouais, bon. Donc, le Space Needle, c'est un peu comme la tour Eiffel là, de Seattle. Symbole architectural de 1962, qui a été construit pour l'exposition universelle. Qui avait pour thème, le sais-tu? Non. Le siècle du progrès. Ah, ben, regardons ça. C'était vraiment la vision d'avenir techno-magnifique avec des soucoupes volantes, des robots, puis des ascenseurs genre panoramiques. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, puis aujourd'hui, ben c'est comme une grosse aiguille au bout d'une assiette, là. Mais ça reste quand même l'image de la carte postale de la ville. Ah ouais, c'est l'emblème. Que Là. tu vois dans tous les films, là. Ben oui, exactement. Genre dans Grey's Anatomy ou Sleepless in Seattle. 184 mètres de haut. Tu montes ça apparemment en 40 secondes. Merci à l'ascenseur supersonique. Tu arrives sur une plateforme d'observation qui est 360 degrés. Il y a une vue sur toute la ville, le Mont-Rainier, la baie de Puget Sound. Puis là, ben, si t'as peur ou si t'as le vertige, il y a un plancher en verre rotatif qui tourne. Fait que non, tu vas pas mourir, mais tu vas transpirer sur un solide temps. Puis là, je pense que tu l'as peut-être pas dit, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle toi, t'es pas allé le visiter. Ben non, en fait, Chantal, je l'ai pas faite parce que j'ai une crainte assez intense des hauteurs. Puis j'ai extrêmement le vertige. Bon, puis par-dessus tout, j'ai le mal des transports. Fait que, écoute, clairement, un ascenseur avec le vertige, les hauteurs. Mais le vertige et la peur des hauteurs, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Non? Non, c'est pas la même chose. D'accord, tu m'expliques, tu sais quoi? Ben oui, je vais t'expliquer la différence avec plaisir. En fait, la peur des hauteurs, ça se catégorise comme une phobie. Donc, c'est l'acrophobie. T'as des sueurs dans le dos, les mains moites, le cœur qui tape, qui palpite. Bon, c'est comme si tu voulais tout quitter du jour au lendemain quand tu te retrouves dans cette situation-là.
Tu regardes en bas du 15e, tu paniques, tu veux redescendre, tu t'agrippes au mur, bref, c'est chaotique dans ta tête. C'est très psychologique, en fait. Puis, tu sais, les gens me disent que c'est souvent irrationnel d'avoir ça, mais en même temps, c'est très physique aussi. Donc, ça peut provoquer des attaques de panique, ce qui m'est déjà arrivé quelques fois. Puis, tu sais, honnêtement, comme je disais là, tantôt, ben, tu sais, ça ruine vraiment les sorties touristiques, là, avec des points de vue. Je manque ces attractions-là parce que, bon, je me retrouve avec tous ces symptômes-là, fait que c'est pas vraiment le fun. Puis le vertige, c'est médical, en fait. Donc, c'est une sensation physique de déséquilibre au niveau des oreilles, en fait. Donc, c'est un problème qui est lié à l'oreille interne. Donc, on appelle ça le vestibulaire, là, c'est ce qui contrôle l'équilibre. Donc, tu sais, c'est comme si ça tournait autour de toi pendant que tu es immobile. Donc, tu peux avoir le vertige genre, tout en restant au sol. Là. Tu sais, c'est vraiment... Les deux vont pas ensemble, c'est vraiment dans les oreilles. Fait que t'es pas obligé d'être haut dans les airs pour avoir le vertige. Ouais. OK. Tu sais, mettons, moi, si je me lève trop vite ou que je bouge la tête rapidement, ben je le sens. OK. Que non, je l'ai pas fait malheureusement, mais même mon amie a pas pu le faire parce que, bon, il y avait trop de monde, elle avait son billet. Puis là, l'affaire, c'est qu'ils te disent pas, c'est que t'attends en ligne, tu montes l'ascenseur de 40 secondes, mais après ça, tu dois attendre de monter plus haut pour le point de vue. Ah. Puis dans l'ascenseur, malgré son luxe et sa particularité, tu dois attendre longtemps pour monter parce qu'il y a même pas 20 personnes qui rentrent en même temps. OK. Je voulais avoir des affaires à dire, hein, moi aussi, sur Seattle. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait le Seattle Underground Tour. Tu as-tu été? Non. OK. À la fin du 19e siècle, Seattle a eu la riche idée de reconstruire sa ville au-dessus de l'ancienne. Tu vas me demander pourquoi? Ouais. Mais il y a eu un super gros feu. Puis comme dans toutes les bonnes grosses villes à l'époque, ils ont décidé de rehausser les rues pour des raisons d'égout, Ouais. d'inondation. Fait que résultat, ben c'est tout un réseau de ruelles, de trottoirs et de vitrines sous terre. Là, je te niaise pas, Flo. C'est littéralement une ville fantôme sous la ville actuelle. Wow, ça doit être impressionnant. Ben, c'est pour ça que je suis quand même flabbergastée que t'es pas allé, parce que, il me semble, là, un Seattle Underground, des vieux passages, c'est des trottoirs originaux du 19e siècle. Fait que pas de Starbucks. je te le dis Non, tout de suite. effectivement, j'espère pas. Des vitrines et des façades qui ont vraiment été laissées en état, encore avec la devanture, les écriteaux dans les vitres. En état de original, là, tu sais. Ouais. Ouais. Je te dirais que ça doit être un peu glauque, hein? Ça doit être comme genre... tu sais, quand Seattle, c'était un peu la prostitution, les incendies, les rats. Bref, je dirais pas me faire un Airbnb de 1889 en bas là-dedans, là. Non, effectivement. Fait que si tu y vas, mais je t'avertis, tu devrais porter des souliers fermés. Parce que c'est pas le Ritz, c'est les entrailles de la ville. Je pense que ça peut vraiment être une visite très cool. Je vais mettre ça dans ma liste de choses insolites à faire quand j'irai. Toi, Flo, quand tu es allé à Seattle, c'était pour faire une croisière qui partait en Alaska. Exact. Donc, tu as vu le port de Seattle. Ouais, ben écoute, oui, parce que la première journée, notre premier après-midi, on l'a passé au port. Le port de Seattle, c'est un des plus gros ports de la côte ouest des États-Unis. Pour le côté tourisme, là, c'est hyper central. Tu peux littéralement manger des huîtres au Pike Place, que tu nous parlais plus tôt, qui est littéralement à côté. Tu peux voir les cargos, les ferries qui partent vers les îles San Juan, Bainbridge ou même vers le Canada. Tu as un gros terminal de croisière. C'est là justement que toi, t'es parti vers l'Alaska. Fait que si t'as déjà eu envie de manger du saumon en regardant un glacier fondre lentement, c'est ça ton point de départ. Ouais, en effet, je suis partie du Pier 69. Côté business, ben c'est un hub logistique énorme qui est partagé avec l'aéroport de Seattle, Seattle-Tacoma, comme on l'a dit tantôt, ce qui en fait un des rares ports air-mer combinés. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça veut-tu dire que, genre, tes sushis peuvent arriver plus vite que ton bagage à l'aéroport? Quasiment. Oh, Quasiment. tabarouette, ça, j'aime ça. T'as une ambiance de fond de mer. Le port est vraiment intégré dans la ville avec le Waterfront Park. T'as l'aquarium, t'as la grande roue, les restos, les musées maritimes. Tout ça, c'est une vibe de ville portuaire qui est un peu romantique.
Le port de Seattle, c'est pas juste un quai. C'est une scène vivante avec des cargos qui grognent au loin, des croisières qui partent pour l'Alaska. Toi, tu les regardes avec ta crème glacée au bord du quai à essayer de comprendre si la mouette va te voler ton lunch ou ton âme. J'adore. Dans le fond, c'est comme un peu un effet de ville ouverte, mais avec des huttes locales puis des chandails mouillés. Si tu veux. D'ailleurs, ben en fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que ça vient de me revenir. On est allé justement faire une croisière au port cette journée-là. Bon, après quelques verres de vin, puis un petit 4 à 6. Très bien mérité. On a fait le Argosy Cruise. Bon, c'est très cliché touristique, mais c'est en version un peu plus classe. Avec des faits intéressants, puis des vues de rêve. T'sais, donc, ben, tu regardes, comme tu dis, un peu le port, tous les containers. La croisière dure 1 heure. T'as un guide? T'as un guide, exact, t'as un guide, merci. T'as un guide qui te parle un peu des faits saillants de la ville, là. Puis bon, il te montre un peu là, les structures, à quoi ça sert et tout, parce que tu sais, t'as quand même des grosses grues là, qui prennent les containers, font le tour de l'eau. Dans le fond, ça s'appelle la baie d'Eliot puis le lac Union. Tu peux vraiment te sentir comme dans un film Netflix en 4K. Faut vraiment que tu portes un coupe-vent ou moi, j'avais ma fameuse veste en jeans que j'ai toujours, mais un petit quelque chose juste pour dire que tu sais, fin de journée, fait comme chaud, mais le vent est froid encore parce que tu es sur le bord de l'eau. Il y a quand même 3 types de petites croisières comme ça. Il y a le Harbor Cruise, c'est le classique, là. Tu pars du waterfront, bon, tu fais le tour du port, tu vois le skyline, le Space Needle, tout ce qu'on a parlé un peu. C'est les grues de conteneurs, en fait, que je parlais tantôt, qui sont assez impressionnantes de proche. Tu as le Locks Cruise. Celle-là est un peu plus technique, fait que tu passes par les écluses de Ballard. Tu montes, tu descends avec l'eau. C'est assez cool pour ceux qui aiment... pour les fans de mécanique, mais tu sais, moi, j'étais comme, bon, on va faire l'autre, je pense que ça va être un peu plus relax, plus touristique. Puis là, t'as le Tilicum Excursion. Quand c'est offert, parce que je pense qu'il y a des périodes dans l'année où ce n'est pas offert, c'est un arrêt sur Blake Island pour un show culturel amérindien avec un repas qui est à base de saumon flambé. Donc, le côté culture, le côté bouffe, c'est vraiment un must si tu veux le faire. Donc, je te conseille peut-être, Chantal, si jamais tu y vas, de regarder si elle est disponible. Je pense que ça, je l'aurais fait. Donc, tu sais, le guide, dans le fond, tu sais, il raconte plein de fun facts. Tu sais, pourquoi il y a autant de gros ports. Tu sais, pourquoi que, justement, il y a autant de Starbucks. Puis il y a vraiment des Starbucks visibles de l'eau. Okay. Donc, tu as vraiment la grosse méga usine officine des maisons mères est à Seattle. Ben, ça part de là. Ça part de là, donc, mais elle est encore là. Tu sais, des fois, même si ça part de là, elle n'est plus là, mais là, elle est encore là, puis tu la vois vraiment de l'eau. Fait que, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Fait que, tu sais, en résumé, Argosy Cruise, celui qui est assez basic, où tu peux prendre à n'importe quelle heure. Dans le fond, c'est à chaque 1h30, 1h15. OK. Si t'as envie de voir Seattle en mode Titanic, bien évidemment pas de noyade. Toujours avec ton petit latte ou ton petit verre de vin dans notre cas. Je te le conseille vraiment pour les vues imprenables, l'impression de découvrir Seattle par la grande porte, l'eau. Donc, je pense que c'est vraiment un must. Tu sais, dans d'autres podcasts qu'on a fait à date, on a parlé de sport. Je pense que Seattle, c'est vraiment comme un endroit où le sport est comme mis en premier plan. Puis il y a plusieurs stades. Oui. Est-ce que tu as eu la chance soit d'en visiter ou d'aller voir une game là-bas? Non, en fait, parce que quand j'étais allée, c'était dans le week-end où il n'y en avait pas. OK. Puis bon, par manque de temps aussi. Mais clairement, si j'y retourne, c'est sûr que je vais aller en voir une game. Je suis quand même assez fan de sport en général, là, comme on a déjà discuté. Donc, il y a, pour commencer, le Lumen Field. Ça, c'est une très bonne équipe. Les Seahawks de Seattle. Ça, c'est le football. La NFL. La NFL. Et il y a les Seattle Sounders. La MLS. Qui est la MLS. Merci. Compte environ 70 000 personnes. C'est connu, en fait, pour être l'un des stades les plus bruyants au monde. Ben, désolé pour ceux qui ont un problème de tympan, mais c'est vraiment pas votre place à moins d'avoir des bouchons. Les fans sont super énervés. Ils ont une destruction sonore massive incroyable. Et on les appelle le 12 Men de Seahawks. Okay. Donc, c'est juste à côté du centre-ville, donc c'est super facile d'accès. Ensuite, le T-Mobile Park, qui est un stade de baseball seulement, qui est réservé en partie à l'équipe Seattle Mariners. Capacité un peu plus de 47 000 fans, très dévoués. Qu'est-ce qui est cool avec ce stade-là, c'est que ça a un toit rétractable. Pas besoin d'annuler quand il pleut.
Puis on le sait qu'il pleut souvent. Exactement. Fun fact, il y a une poutine aux fruits de mer. Ben oui, toi, apparemment. Alors, clairement, si je vais voir le baseball un jour, je vais l'essayer. Est-ce que tu sais, Chantal, que ça fait pas longtemps qu'il y a une équipe de hockey à Seattle? Non, j'en avais aucune idée. Puis en plus, le nom, c'est comme le nom du fameux rhum. Sailor Jerry? Non, c'est le Seattle Kraken. Oh, Kraken! Yes, qui joue au Climate Pledge Arena. C'était anciennement le Key Arena, qui a été entièrement rénové. C'est vraiment un bijou technologique et écologique. Puis ce stade-là, c'est en fait, c'est le plus petit. Ça compte seulement 17 000 personnes. Bon, seulement. C'est un peu moins que le Centre Bell, mais quand même beaucoup de fans qui sont prêts avec des émotions fortes pour leur nouvelle équipe de hockey. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'à Seattle, tu peux vraiment faire un trio de sportifs. Fait que tu peux faire un touchdown, un home run, puis tu peux faire un coup de bâton d'un dent à quelqu'un au hockey. Tout ça dans un rayon de 10 minutes. Fait que sportif ou pas, c'est une ville qui vaut le détour pour plein de choses. Et justement, parle-moi des restaurants où t'as été, Flo. Oui, alors c'est le moment tant attendu de parler des restaurants. Donc, en fait, on est allé au Elliott Oyster House qui se trouve au Pier 56, qui était juste en face, en fait, de l'Argosy Cruise. OK. Donc, de ce restaurant-là, on voyait le Argosy Cruise, fait qu'on était comment, on peut se timer avec quand on va y aller. C'est vraiment le fun, le 4 à 6 qu'il offre, là, tu sais, c'est comme un menu, mettons, de 5-6 tapas, un peu entrée, là, qui offre à un certain prix entre 15 et 20 $. Tu as le droit à avoir un menu cocktail pour le 4 à 6 qui varie entre 7 et 15 $. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine de combiner pour cette période-là. Puis qu'est-ce qui était drôle pour moi qui travaille aussi en restauration, c'est que quand tu rentres, tu as vraiment deux line-up. Un pour si tu veux faire partie du 4 à 6, c'est une section particulière sur la terrasse. Ça, j'avais jamais vu ça. Donc, tu as vraiment une seule partie de la terrasse où, avec ce menu-là, c'est vraiment ce serveur-là qui va te servir. Puis, on pouvait pas aller plus loin avec le 4 à 6. Là, c'était vraiment le restaurant régulier avec des genres de structures, là, sûrement que vous avez déjà vu ça, mais pour avoir des fruits de mer dessus. Oui. Donc, tu sais, des gros plateaux Oui. et tout ça, donc grosse présentation. Alors ça, c'était vraiment plus réservé pour ces gens-là. Nous, on a commandé des oysters. Moi, je suis fan d'huîtres. Et mon ami voulait en essayer un peu de différentes tailles, parce que dans le fond, de différentes places. Parce que quand on est rentré, il y avait des gros bacs là en avant. C'est comme Des genre... présentoirs. Ouais, un présentoir, c'est comme une genre de poissonnerie. Mais les présentoirs, c'était tous les types d'huîtres. Tu sais, dans des paniers en bois, là, des vieux paniers en bois que les pêcheurs prennent pour mettre les poissons. Nice. Ouais. Donc, t'avais ça avec toutes les sortes. Dans le fond, dans le 4 à 6, qui était le fun, c'était mon fait saillant de ce resto-là, c'est que t'avais le spécial sur les huîtres. Exemple, tu t'en prenais comme 6 de telle sorte. Ça valait vraiment la peine si tu voulais déguster des bonnes huîtres. Puis on les a toutes pris. Écoute, je pense que j'ai mangé ma plus grosse huître à vie. C'était énorme, là, Chantal. Pour vrai, c'était comme... je me disais, mais ma foi, ça me prend un couteau puis une fourchette. Tu sais, comme vraiment, là, une grosse... Tu sais, j'avais jamais mangé ça. Tu sais, c'est toujours un peu les mêmes tailles ici. Fait que c'est le fun là-bas. Tu peux vraiment goûter. Fait que ça, c'est vraiment un must de la place, moi, je pense. Il y a aussi, si on peut parler des musts un peu plus classiques, fruits de mer, il y a le crab cake. Le halibut, c'est un poisson blanc à chair un peu comme le saumon. Il y a le king salmon, qui est apparemment aussi très bon. Il y a également leur sauce cocktail maison, puis leur mignonnette, que c'est vraiment comme une religion là-bas. Là. C'est vraiment typique à Seattle, typique à leurs fruits de mer. La mignonnette, là, pour certaines, ça fait vieillir les huîtres, puis ça intensifie le goût. T'sais, c'est vraiment, si tu veux un moment de terroir, là, je te conseille vraiment de prendre leur propre sauce. Tellement bon des mignonnettes en plus. C'est tellement bon, vraiment. Puis, tu sais, pour terminer, ben, ils ont une super sélection de vins locaux. Tu sais, plus côté Washington, Oregon. Il y a également une place à brunch qu'on a été avant d'aller faire notre grande journée de découverte des musées. On est allé au Muse Lounge, qui est situé dans le quartier historique de Pioneer Square. C'est un lounge super simple, c'est une fusion vibrante, tu sais, genre gastronomie, culturelle. Ça a été fondé en 2022 par une femme qui venait du Mexique. OK? Donc, tu le vois, là, tu sais, l'ambiance très gastronomique et culturelle du Mexique.
Ah, c'est-tu là la place qui avait des DJ? Ouais, Full story ouais, sur Instagram? ouais, exact. C'est une ambiance très instagrammable, comme En on plus. dit. Oui, ça propose vraiment une expérience culinaire qui est comme unique en son genre. Genre fusion? Ouais, vraiment, tu sais, mais c'est mexicain authentique, là, tu Ah, sais, ok, ok. puis tu sais, une ambiance très moderne, festive, comme si t'étais en plein milieu de l'après-midi sur la strip au Mexique, ben peut-être pas en Cancun, là, tu sais, mais mettons Sayulita, où est-ce que Ok. je suis allée, puis tu sais, vraiment, là, comme brunch ensoleillé, tu sais, un dîner animé, une atmosphère chaleureuse, toujours accueillante, tu sais, les vrais Mexicains, là, vraiment, là, c'est toujours accompagné d'un DJ, que ce soit en plein milieu de la journée ou en soirée. DJ Ça- en tout temps. DJ en tout temps, puis en plus, ça ferme à 3 h du matin. Est-ce que t'as fait un bottomless mimosa comme que tu me parlais que tu faisais tout le temps dans l'épisode de San Diego? Ouais, ben écoute, c'est une place Bottomless Mimosa. Je ne savais pas avant d'arriver là. On avait moins le goût de boire des mimosas ce matin-là, mais ouais. Mais si j'avais à le refaire, tu sais, je vous le recommande vraiment. Le prix est très abordable. Je pense que c'est 35 pour le Bottomless Mimosa. Donc, ça veut dire mimosa à volonté avec ton repas. Je pense que tu dois prendre un repas de plus de 20 ou 25 puis après ça, tu peux prendre ton bottomless mimosa. Donc, tu sais, en gros, là, si tu cherches un endroit là, tu sais, où savourer des plats mexicains authentiques, avec une ambiance chic, tu peux être décontracté, tu peux être bien habillé comme dans un club, parce qu'il y en avait aussi que c'était comme si tu sortais dans un club en après-midi. Ils étaient sur leur 46. Écoute, moi, j'étais plus sur mon 26, tu sais. Puis ben, moi, je trouve ça le fun parce que c'est fondé par 2 femmes passionnées. Le spot est parfait. Au cœur de Pioneer Square, je vous le recommande aussi. C'est un très bel endroit. Ben, assez parlé de manger. Ouais. Il y a une dernière chose pour laquelle... Ben, il y en a plus qu'une, mais il y a une autre chose pour laquelle Seattle est reconnu, c'est son aquarium. Oui. Est-ce que t'es allé? Oui, en fait, on est allé au Seattle Aquarium le matin même de notre croisière. Et puis, ben écoute, si j'avais su que c'était aussi proche de notre pier que ça, j'aurais amené ma valise. T'aurais eu le droit de la laisser à l'entrée. Ouais, en fait, on a le droit. Tu sais, c'est sûr que ben, pas à tes risques et périls, mais tu sais, moi, j'ai toujours un cadenas sur mes valises Ouais. parce que, bon, justement, pour des situations comme ça, des fois, tu les laisses, tu sais, à l'hôtel. Un cadenas ou un tie wrap, c'est aussi bon. Exact. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas comme un SeaWorld. Tu sais, tu sens pas que les poissons sont dans un petit bocal, pognés ou, tu sais, vraiment cloîtrés. C'est vraiment un aquarium à échelle humaine, là. Tu sais, ça n'a rien à voir avec tous les aquariums que j'ai vus. C'est vraiment axé sur la faune marine du Pacifique Nord-Ouest. En gros, il y a des créatures là, qui vivent dans l'eau froide, tout autour de Seattle, puis qui sont assez bizarres, tu sais, assez pour justement être dans ce musée-là, puis que tu te dises, waouh, j'ai jamais vu de ces créatures-là, tu sais. Ce qu'on peut retrouver là, le plus, c'est les loutres de mer, qui sont vraiment adorables. Ah, j'imagine. Il y a les pieuvres géantes du Pacifique qui sont assez fascinantes. Tu sais, genre, elles, tout seules, ils peuvent t'aspirer la face au complet. Mais là. c'est si gros que ça? Oh non, c'est incroyable. là. Il y en a une qui était dans le bocal. Écoute, je t'ai même pas montré une photo, mais Non. oh non, elle était devant moi, puis j'ai dit, mais mon Dieu, c'est. Tu peux pas dire que c'est monstrueux, mais parce que c'est vraiment unique, une pieuvre. Fait que celle-là est immense. Moi, j'ai plus envie d'en manger depuis que j'ai vu le documentaire où ils disent que c'est un des animaux les plus intelligents de la Terre. Ouais. La prochaine fois que je vais en voir dans une assiette, ça va être un très gros débat dans ma tête. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, commande-en juste pas. Ça sera Ouais, pas un mais débat. si c'est pas moi qui le commande. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais moi, tu vois, depuis, j'en ai pas remangé non plus. Mm. Depuis que je l'ai vue, puis qu'elle m'a parlé qu'elle a. Écoute, la pieuvre, elle a La passé. pieuvre, elle t'a parlé? Non, la personne me parlait de la pieuvre. J'aurais aimé ça qu'elle me parle, je te le dis. On parlait du LSD tout à Ouais, l'heure. c'est ça. Je te l'ai pas dit, Pat, mais j'ai fait du LSD à matin. pour me calmer pour ma première croisière, j'en ai fait, tu sais. Tu sais, elle m'a parlé que, dans le fond, On parle toujours pas de la pieuvre, hein? Dans le fond, la pieuvre. Non, pas la pieuvre. La madame m'a dit que la pieuvre venait de super loin et qu'elle est toujours capable de se retrouver chaque année à la même place et que eux les recueillent pour qu'ils reprennent du mieux puis ils les relaissent à partir. Non, C'est comme son camp de vacances! Ouais, exact. Puis c'est toujours l'été, puis elle j'aime repart, puis elle retourne vivre dans l'eau froide, super froide. Puis quand l'eau, elle devient trop chaude, là, elle monte à la surface, puis c'est là qu'ils vont les chercher. C'est vraiment... OK, fait que ils sont pas comme en captivité Non. totale. Hey, écoute, j'ai touché à des étoiles de mer que moi, c'est vraiment une fascination. J'en ai 2.
chez moi qui ont séché. Je les ai ramenés de voyage. J'en ai 2 méga dans mon étagère. C'est illégal, ça. C'est... Faites pas ça. Non, je le sais. Avant, on pouvait, mais à ça, on peut plus le faire. Moi, je veux dire, j'avais jamais touché à ça. Le fond marin, les coquillages, les étoiles de mer, pour moi, d'en voir de près, c'est comme tu vois un Thierry Lhermitte, là, avec la coquille. Un Bernard Lhermitte, avec la coquille de dessus. C'est fascinant quand même. Je trouve ça le fun. Mais une étoile de mer vivante, ils sont tout le temps dans le fond de l'eau, là. Fait que là, il y avait un méga gros bassin, puis il y avait des gens là, qui travaillent là, qui s'occupent de ça. C'est leur travail à temps plein. C'est bizarre. J'ai entendu dire que quand tu touches une étoile de mer, elle meurt. Non, pas si je pense que c'est une question de pH avec l'eau. OK. Ouais, je pense que quand elle est dans son élément, non. Mais tu sais, là, c'est comme contrôlé, puis j'imagine qu'il contrôle le pH et tout. Mais tu sais, je veux dire, on a touché à plein de choses. Tu sais, c'est vraiment comme on dit, c'est vivant, là. Tu sais, comme je te dis, j'ai jamais vu un aquarium de ce genre. Tu sais, d'habitude, on les voit au travers de l'aquarium, mais là, tu sais, c'était vraiment des bassins ouverts. Puis là, il y avait plein de gens qui travaillent là, qui gagent parce qu'il y avait des enfants et tout ça. Mais ils sont comme, oh, oui, tu peux y toucher. Fait que tu sais, tu peux toucher à toutes les plantes de mer. On appelle ça, ils appellent ça, eux autres, des bassins tactiles. Tu peux toucher des cocombes de mer, tu sais, des vagues. C'est vraiment le fun de toucher ça, des cocombes de mer. Oh non! Tu sais, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très éducatif, mais tu sais, c'est un petit peu dégoûtant aussi si t'aimes pas toucher à des affaires. Puis pour finir, ça, c'était vraiment un must aussi, je pense, de l'aquarium. C'est un tunnel sous-marin. Fait que dans le fond, tu sais, c'est un arche de verre que tu passes en dessous en te disant, c'est sûr que les poissons me jugent sur comment je t'habille, mais bon. C'est vraiment bien situé. C'est juste à côté de la Grande Roue. Fait que tu peux faire un combo aussi si jamais ça te dit. Puis bon, pour les gens qui voyagent en croisière, c'est proche de tous les bateaux de croisière. Alors voilà. Mais merveilleux. Toi, t'es allé juste 3-4 jours. Est-ce que tu trouves que ça a été assez? Ah, vraiment. Puis en fait, tu sais, ça a été assez pour me donner une bonne idée de pourquoi j'avais toujours voulu y aller. Et puis, la prochaine fois, en fait, je vais prendre un peu plus de temps. Je vais faire le Underground Tour, justement. Ouais. Je vais aller voir une game, soit de baseball, de football ou de hockey. Ouais. Donc, je vais prendre le temps de faire tout ça, alors, puis aller essayer d'autres restaurants et tout. Je te le recommande, vraiment. J'ai bien hâte que tu y ailles. Merci. Moi, je pense vraiment que quand ça va être mon tour, je vais y aller une petite semaine, essayer de me catcher une couple de petits concerts là-bas. Oui, ouais, bonne idée. Alors, on est rendu au segment où on va lire une histoire, en fait, une anecdote de voyage. Et ça provient de ma chum Valérie, en fait, ma chum d'enfance. Donc, salut Val. Allô, Val! Alors, vas-y, Chantal, je te laisse l'honneur de lire l'histoire. Merci. Si vous voulez nous envoyer votre histoire, c'est possible aussi à lesbarniques-sur-lago@gmail.com. Fait que Valérie, elle a une histoire assez particulière. Je l'ai vraiment aimée. Ça s'appelle Les retrouvailles en Inde. Elle est partie en voyage pour 4 mois. Avec aucune réservation, go with the flow, comme elle dit. Après seulement une semaine, son amie, avec qui elle devait voyager, reçoit une mauvaise nouvelle à destination qui la fait rentrer auprès de sa famille. Elle s'est retrouvée seule en Inde. Et là, première grosse décision à prendre. Est-ce que je reste ou est-ce que je quitte la ville pour un pays plus safe? Finalement, je décide de rester. Donc, je donne une chance à ce pays. Je finis par aller à Hampi. C'est assez hippie comme vibe. Ça fait du bien de se trouver parmi d'autres voyageurs après avoir été seul un bon bout. Là-bas, je rencontre un Anglais, Tom, et un Indien qui voyage aussi, lui, dans son propre pays. On a eu du fun. Là, on passe 4 ou 5 jours ensemble, puis on partait tous dans des directions différentes. Moi, je devais aller à Hyderabad en train. Là, c'est un cauchemar. Je me demande franchement ce que je fais là dans cette ville vraiment surpeuplée. Puis là, au beau milieu de la foule de 6-7 millions de personnes, j'entends crier mon nom. Valérie! Mais voyons, c'est qui? C'était Tom. Il était censé partir pour New Delhi. Ah, je suis tellement contente de le voir. On dîne ensemble, puis on se dit bye pour une deuxième fois. En fin de journée, j'arrive à mon dortoir. Qui que je vois pas? Tom. Encore lui. Il me suit? Ou c'est le destin? On passe la soirée ensemble, on boit des bières, on rentre à l'hôtel. Puis qui qu'on croise pas? Rakesh, notre ami indien qu'on avait rencontré à Hampi. Lui, il aurait dû être à Mumbai, mais il est là, dans le même hôtel. On est super contents de se revoir. Le lendemain,
pour vrai de vrai, là, on a tous des projets différents. Le matin, je me réveille, je trouve une note glissée sous ma porte. C'est Tom. Il a manqué son train. Puis pour vous dire la vérité, je me suis toujours demandé s'il l'avait manqué volontairement. Le pire moment de ce voyage s'est transformé en un souvenir merveilleux. Au final, on a voyagé ensemble pendant 3 mois, moi et Tom. Une belle relation amicale et amoureuse s'est formée le temps d'un voyage. Et Rakesh, lui, s'est joint à nous pour 2 semaines dans tout ça. Destiné? Je pense que oui. Oh, merci Val. Ben merci beaucoup Val de ton histoire, j'ai vraiment aimé ça de lire, puis en plus je sais qu'on en a une deuxième à lire sur un autre épisode. Merci beaucoup, c'est bien le fun. Alors, on rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Les Barnecs sur la Go. Nous retrouver également sur Instagram, Les Barnecs sur la Go. On a 2 pages. Allez liker les 2 pages. Vous êtes sûr de rien manquer. Un reminder encore, on a des belles histoires, tout le monde en a. Ça inclut vous, les chers auditeurs, auditrices. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous aimez le voyage ou vous avez des anecdotes à nous conter. Donc, n'hésitez pas à nous écrire au lesbarnecs-sur-la-go@gmail.com. Moi je dis ça comme ça, mais je pense qu'à un certain moment donné, c'est sûr et certain que dans toutes les histoires qu'on a lues, on va faire tirer quelque chose aux gens qui nous ont écrit. Ben oui, pourquoi pas, Chantal? C'est une bonne affaire, ça. Je vous le conseille de nous écrire. Ouais, bonne idée. Alors, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, Flo, je te souhaite une semaine de canicule extraordinaire. Dans ta piscine, en ta compagnie, mon ami. On va faire comme si on était en voyage ensemble. Merci. Merci. Bye. Ciao.